La Birmanie, pays des 1001 pagodes, est connue pour son patrimoine architectural localisé autour de quelques grands sites comme Bagan, Yangon, Mandalay. Cependant, une grande partie du pays est méconnue et fermée au tourisme. Nous souhaitions approcher la vie rurale de la Birmanie et, si possible, les ethnies qui la peuplent. En effet, sur les 53 millions d'habitants que compte la Birmanie, 2 tiers sont des Birmans. Le dernier tiers est représenté par 135 ethnies différentes. Nous découvrirons la campagne birmane au nord-ouest de la Birmanie dans l'État Chine, région montagneuse frontalière du Bangladesh et de l'Inde. Nous irons aussi dans l'État Rakhine, sur le bord du golfe du Bengale. Au centre de la Birmanie dans l'État Shan, à Kentung et dans la région du lac Inle. Nous ferons une incursion à Loako dans l'État Kaya. Direction les villages Chine. Les Nations Unies classent l'État Chine comme étant le plus pauvre de Birmanie. Les Chines sont en rébellion avec le gouvernement birman au double titre de leur appartenance religieuse, chrétiens et animistes, et de leur identité ethnique. Les routes ne sont pas toujours praticables. Nous faisons le chemin en jeep. Ces véhicules anciens sont des modèles britanniques. Sur la route, on observe les dégâts causés par la mousson, période pendant laquelle aucune circulation n'est possible dans cette région. Pause déjeuner. Les repas sont toujours délicieux, variés et épicés. La traversée à gué d'une rivière, suite à la destruction récente du pont, montre la violence de la mousson. Tout est exploité après la mousson, qui laisse de fertiles alluvions dans le lit élargi des rivières. Le riz poussera-t-il dans ces cailloux ? Plus de 75% de la population birmane vit en milieu rural et dépend de l'agriculture pour vivre. Les machines agricoles sont rares.
La réfection de la route montre un tout autre aspect de la Birmanie, les travaux forcés. Le recours au travail forcé est généralisé en Birmanie, en particulier pour la construction des routes. Il touche jusqu'aux enfants. Fin 2012, l'Organisation internationale du travail a indiqué que le travail forcé diminuait. Mais les mentalités seront lentes à évoluer dans un pays où le travail forcé a été endémique. Par un joli chemin de montagne, à environ 1500 mètres d'altitude, nous atteignons Aye, un village Shin. La vie est très rudimentaire. Les enfants viennent timidement vers nous, mais le dessin de François fait fondre tout de suite la glace. Une guest house est en construction. Des vitres seront rapidement posées pour fermer la pièce où nous dormirons. Le coin cuisine est des plus simples. Rencontre avec le forgeron. Les outils sont d'un autre âge. Le chemin est difficile pour arriver au village de Kiarto, isolé sur le flanc de la montagne. À l'entrée, le cimetière est reconnaissable aux gros blocs de pierre. Les chines de ces villages demeurent profondément animistes,
malgré les tentatives des missionnaires. L'accueil est chaleureux. Les adultes sont réservés mais toujours souriants. Selon une légende, les tatouages en forme de toile d'araignée seraient apparus pour enlaidir les femmes chines et les protéger ainsi de la convoitise des rois birmans du Xe-XIIe siècle. Le rituel a été officiellement interdit dans les années 1960 par le régime de l'époque. Cette coutume douloureuse a heureusement disparu aujourd'hui et seules les vieilles femmes portent sur leur visage le signe des pratiques du temps de leur jeunesse. Heureusement, l'usage du Tanaka, pâte cosmétique obtenue avec du bois de Tanaka, a pris aujourd'hui le dessus, offrant un visage plus doux aux femmes birmanes. Visite de l'école. C'est l'apprentissage de l'alphabet aux petits. Au spectacle ce soir, le chaman et le chef du village présentent des danses rituelles. C'est inattendu. Ce ne sont pas les femmes mais les hommes qui dansent. Il y a quelques percussions. Ils boivent un alcool local, la soirée est bien arrosée. Direction Sittwe, dans l'État Rakhine, au bord du golfe du Bengale. Le Bangladesh est seulement à quelques kilomètres plus au nord, et son influence se remarque dans l'ambiance du port. Huit heures de navigation sur la rivière Kaladan pour aller à Miaou nous permettent d'observer un paysage très plat où la moisson du riz bat son plein. L'État Rakhine compte 3 millions d'habitants avec une dizaine d'ethnies différentes. Les principaux groupes étant les Arakhanais et les Rohingyas. La majorité de la population est bouddhiste, sauf les Rohingyas qui sont musulmans, et considérés par l'ONU comme une des minorités les plus persécutées du monde. Dans les rues du centre-ville de Miaou, il règne une grande effervescence. Beaucoup de vélos, motos et tracteurs-taxis, et finalement peu de voitures. De Miaou, après 4 heures sur la rivière Lemio, nous rejoindrons Panpaung, village de minorité chine. Peu d'hommes dans le village.
on rencontre les femmes tatouées. Elles sont très accueillantes. Elles utilisent leur apparence comme moyen pour gagner de l'argent et améliorer le sort de leur communauté très démunie. Les dons des touristes aident malgré tout à garder des écoles ouvertes, après des années d'abandon de la part d'une junte militaire qui ne s'intéresse pas aux minorités ethniques du pays. Le long retour en bateau nous laisse le temps d'observer les sampans et les pêcheurs. Le retour est très paisible, à l'image de ce pays, où malgré les années d'oppression, se dégage une ambiance d'une très grande douceur. L'État Shan est le plus grand État de Birmanie. Cet État compterait au moins 33 ethnies différentes, dont les Shan qui représentent la moitié d'une population d'environ 5 millions d'habitants. Direction Kentung. Nous sommes à l'est de l'État Shan, au cœur du Triangle d'Or, Laos, Thaïlande et Birmanie. C'est historiquement une région de rébellion contre le gouvernement et le centre de nombreux trafics. Kentung est ouverte aux étrangers depuis 1993. C'est une ville très animée. L'influence chinoise et thaï est évidente. Et la tradition bouddhique de la Birmanie est toujours présente. La région est encore assez fermée aux touristes, cependant nous avons des autorisations pour accéder à certains villages. Kentung sera donc le point de départ de nos excursions vers l'est, en direction de la Chine, à la frontière avec le Yunnan. À l'ouest, d'autres villages étaient interdits à l'époque de notre voyage en novembre 2011. Nous sommes dans une région de rizières. Les montagnes ont des pentes moyennes et forment des festonnages typiques de cette région. La moisson est en cours. On voit quelques arpents vert tendre par de jeunes pousses de riz pour préparer la future récolte. Il y a aussi des plantations de thé. Sur le chemin, une équipe de femmes, pieds nus pour la majorité, bine un lopin de terre très en pente. Certaines portent des habits traditionnels. Les villages sont souvent disposés à flanc de montagne, allongés, pas très grands, avec une trentaine de maisons. Les maisons sont grandes, en bois et en bambou, avec des toits de chaume ou en bardeaux. Mais la tôle apparaît.
Elles sont construites sur pilotis avec une petite terrasse. La vie est rustique. Poules, chats, chiens, cochons filent de tous les côtés. En Birmanie, le vêtement traditionnel est le longhi, un sarong porté par les hommes et les femmes. Chez les minorités, une tenue spécifique portée principalement par les femmes permet d'identifier l'appartenance à l'ethnie. Aujourd'hui, seules quelques femmes portent quotidiennement le costume traditionnel. Voici les femmes à cou, très belles avec leur turban noir qui rehausse leur maintien. Souvent, elles fument la pipe. Certaines transportent sur leur dos des charges importantes à l'aide d'une corbeille de bambou maintenue par une planche sur leurs épaules. Les Heng portent un vêtement noir avec de fines broderies de couleurs. Il y a un mariage au village, c'est le festin, on prépare le cochon. Les femmes tissent encore le coton et vendent les belles écharpes colorées qu'elles fabriquent. Certaines mâchent une écorce de la forêt qui laque les dents en noir. C'est impressionnant, mais pour elles c'est un signe de beauté. Les Hakka portent leur costume, totalement ou en partie. La coiffe, une veste, une jupe et un pantalon souvent noir. Les bonnets sont bien spéciaux, ornés d'anciennes pièces de monnaie en argent et des boules. Elles portent bagues et bracelets en argent, mais aussi de fins colliers de perles colorées. Les femmes consacrent leur temps libre à faire de la broderie qu'elles vendent jusque sur le marché. Arrêt ou près d'une forge artisanale. Les ouvriers fabriquent les objets nécessaires à l'agriculture.
faucille, coupe-coupe, couteau. Le processus est classique. Le métal rougi est formé au marteau et à l'enclume puis trempé. Notre affable chauffeur est tout fier de tenir la bouteille d'encre à portée de plume et d'expliquer les dessins à l'entourage attentif. À Wanyut, chez les Loai, nous voyons de nombreux enfants que surveillent des anciens, car les parents sont au champ. Et comme dans tous ces villages, ce sont les jeunes enfants qui ont la charge de leurs petits frères ou de leurs petites sœurs. Les enfants sont très timides et un peu craintifs. Notre guide fait la distribution de vitamine C. À l'entrée du village, un joli monastère, quelques moines discutent. Les femmes du village arrivent lourdement chargées après leur travail au champ, mais toujours souriantes. Partout dans ces villages, nous avons été accueillis avec chaleur, mais aussi avec réserve. Notre seul regret est de ne pas avoir été autorisés à rester quelques jours dans un village. Mais un jour viendra certainement, car le pays s'ouvre tout doucement. Direction l'ouest de l'État Shan vers la région du lac Inle. Sur la route de Pindaya, les modes de locomotion utilisés dans la région sont des plus simples. Pindaya est à 1300 mètres d'altitude. Le climat y est très agréable. Que ce soit ici à Pindaya ou à Kentung, les marchés colorés méritent toujours le détour. Ici, beaucoup de poissons frais et séchés. À Kentung, le coin de la viande crue était très achalandé. Sur de gros blocs de béton, beaucoup de viande de porc découpée en tous ses morceaux.
Un stand très particulier est celui où on bat énergiquement la viande avec 2 barres métalliques au point de la réduire en une pâte rosâtre uniforme. Cette pâte est transformée en boulettes qui seront cuites à l'eau chaude. Il y a beaucoup d'échoppes, avec des fourneaux, derrière lesquels des cuisinières à demi cachées par la vapeur et la fumée jouent de l'écumoire et de la fourchette, tout en servant les clients qui s'arrêtent pour combler un petit creux. L'artisanat local comprend une fabrique d'ombrelles en papier chane. Ce papier est obtenu à partir d'une mixture végétale de mûrier. You need to bite in with the hammer for the pieces, and then after we get the pieces, it's mixed with by hand. Decoration, we put it for decoration. After biting, it's mixed together with the. In Thailand, the one that was the most expensive was $5. Oh, a bit different. You know, like Apple wrote for prices. That is little sneakers. La pâte est ensuite filtrée sur un grand tamis de bois et mise à sécher au soleil. Exactly the same. About 1 hour, yes, yes. L'armature de l'ombrelle est faite dans un bois assez tendre pour être travaillée à la main. Les gestes sont précis et rapides. Le papier de mûrier sert à la fabrication des ombrelles. On traverse une région fertile, une des plus cultivées de Birmanie. Par moments, des champs de moutarde à la couleur jaune apparaissent. La Birmanie est aujourd'hui le 6e producteur mondial de riz. C'est la moisson, le riz est coupé à la serpe et tapé pour être égrené.
Une petite pause de Bethel pour se requinquer? Les charrues aux roues de bois tirées par les buffles sont chargées de bottes de paille et de sacs de riz. On ne saura pas où va cette récolte de riz. Un peu aux paysans? À l'État? En Birmanie, il n'y a ni cadastre délimitant les parcelles de terre, ni titre de propriété. Cela laisse le champ libre aux confiscations de terres. La constitution du pays permet à l'armée de réquisitionner des terres pour l'intérêt de la nation. Mais le gouvernement confisque les terres des paysans pour les attribuer à des entreprises. Avec l'ouverture du pays aux investissements étrangers, le secteur agricole va certainement évoluer. Ici, devant les pagodons blancs, un champ est labouré, probablement en vue d'une deuxième récolte de riz. Il y a aussi des choux en quantité qui attendent sur le bord de la route. Plus loin, c'est le ramassage de pommes de terre par des femmes de la minorité Pao avec leur turban orange. Tomé, notre guide, donne cette explication. Une terre, comme celle où travaille cette famille, 50 mètres sur 50 mètres environ, est louée 200 € et rapporte 400 €. En fin de journée, c'est le retour à la maison. On reconnaît les femmes de l'ethnie Pao par leur turban à carreaux, symbolisant le dragon dont elles descendent. Certaines femmes portent la tenue complètement noire. Environ 600 000 Pao vivent dans le sud-ouest de l'État Shan. Les colons britanniques les ont appelées Karen noires parce que la plupart des femmes Pao portaient des robes noires ou bleu foncé. Le bouddhisme domine dans tous les domaines de la vie des communautés Pao. Luako est la capitale de l'État Kaya. Elle comporte environ 11 000 habitants. Les autorisations pour venir à Luako ne furent pas faciles à obtenir, car ici les minorités sont très opposées au gouvernement. Nous nous baladons dans la rue commerçante. Visite d'un atelier de tissage industriel. Les machines sont japonaises. Ici, on fabrique les pièces de tissu en coton et même en soie qui seront façonnées en longi, cette longue jupe portée par les hommes et les femmes birmans. La rencontre avec les femmes girafes de l'ethnie Padang a lieu à Pampe, village à environ 1 heure de Luako. Les Padang sont environ 7000. En 1990, en conflit avec le régime militaire birman,
Beaucoup sont partis pour la Thaïlande voisine. Les femmes portent des ornements autour du cou que l'on peut qualifier de collier spirale. C'est vers l'âge de 5 ans que les fillettes reçoivent leur premier collier spirale et celui-ci est remplacé par une spirale plus longue au fur et à mesure de leur croissance. Ce ne sont donc pas des anneaux que l'on ajoute, mais toute la spirale que l'on change. On ne connaît pas vraiment l'origine de cette tradition. Protection contre les attaques de tigres, marque distinctive des femmes achetées, signe de richesse. L'impression de cou de girafe n'est pas due à l'allongement du cou, mais à l'affaissement des clavicules, causant déformations et dégâts physiques irréversibles. La loi interdit cette coutume en Birmanie, ce qui est contradictoire avec le fait que les autorités tentent de profiter en sourdine de ce filon touristique. Une jeune fille du groupe au nom de Munain nous fait part de ses projets d'études dans une université européenne. Et sur ces entrefaites arrive un individu à moto. Munain stoppe net la discussion, car les minorités sont surveillées, et de près. Le lac Inle mesure 50 km de long sur 7 dans les parties les plus larges. Il a la forme d'un sablier où 2 bassins communiquent par un chenal envahi par des jacinthes d'eau. Le lac est encaissé dans un très long cirque de montagnes haute d'environ 1600 mètres. Il est peu profond, car sur toute son étendue, les hommes manœuvrent souvent leur pirogue à la perche. Les embarcations sont des pirogues très étroites, symétriques et incurvées, avec une plateforme à chaque extrémité. Le lac Inle est habité par une centaine de milliers d'habitants, les Inta, fils du lac, répartis en plus de 70 villages. Les maisons sont sur pilotis, parfois en bois, assez grandes avec des toits de tôle, parfois avec des cloisons tressées et des toits de chaume. L'ensemble est harmonieux. Ils vivent majoritairement de pêche, d'agriculture, d'un peu d'artisanat et du tourisme. La pêche est une activité majeure et l'habileté des pêcheurs est exceptionnelle. Ça se passe ainsi. L'homme a un seul pied sur la pirogue, sa rame crochetée par le talon de l'autre jambe lui permet de propulser la pirogue, pendant que les mains libres déploient ou replient le filet. Chef-d'œuvre d'équilibre.
nous naviguons le long d'un village entouré de jardins flottants. Plus loin, nous atteignons une plantation aquatique de tomates et de christophines. C'est très original. Ancré sur des bambous plantés dans la vase, un tapis fait de racines et d'algues tressées piège le limon en suspension dans l'eau et forme progressivement un véritable radeau sur lequel prospèrent toutes sortes de primeurs. Salades, pommes de terre, haricots. La plus grosse production demeure la tomate. Pendant quelques mois, le lac approvisionne quasiment tout le pays. Plusieurs constructions sur pilotis abritent des ateliers de tissage où les métiers sont manuels. Des femmes sont à l'œuvre dans le bruit des navettes très bruyantes. Le fil à tisser est de la soie qui vient d'Inde ou de Thaïlande, car en Birmanie, ébouillanter les vers à soie est contraire à l'enseignement de Bouddha. Nous découvrons le filage et le tissage du lotus. La tige de lotus, qui peut mesurer jusqu'à 75 cm, est incisée et donne une dizaine de filaments extrêmement ténus qui sont torsadés pour donner un fil qui est ensuite assemblé en continu. La femme qui file le lotus est extrêmement habile. Le textile grège obtenu appelé kantingan est onéreux. Il est utilisé pour fabriquer les robes pour les statues de Bouddha. Nous continuons notre navigation pour une visite de la fabrication de cigares. Le tabac provient de la région sèche autour de Mandalay. Ces demi-cigarettes demi-cigares appelées chirottes sont constituées de tabac enveloppé dans une feuille dentelée d'un arbre appelé tanalpet. L'adresse et la rapidité des ouvrières sont remarquables. Ces chirottes sont très populaires. Hommes et femmes le fument partout en Birmanie. Et il paraît que le parfum du chirotte repousse les moustiques. À côté, le marché d'Intagne regorge évidemment de poissons et légumes du lac. Le petit étal à Bethel, la vitamine C locale. Une femme cuit une sorte de galette très fine dans de la cendre brûlante et c'est bon. Dans un coin du marché, un jeu d'argent. Et je ne serai pas autorisée à filmer longtemps.
On passe devant une école, on voit les petits, et plus loin les plus grands écoliers, reconnaissables à leur uniforme. Très jeunes, ils manient habilement leur petite barque pour entrer à la maison. Le lac Inle est le deuxième centre le plus visité de la Birmanie après Bagan. Aujourd'hui, villages et touristes cohabitent. Mais la Birmanie saura-t-elle protéger ce lac magnifique de la croissance rapide du tourisme et de l'agriculture? Séjourner ici permet d'apprécier la douceur de vie birmane. En fin de journée, les pêcheurs relèvent des nasses tronconiques de dimensions importantes, toujours avec autant d'agilité. L'élégance de leurs mouvements, le graphisme de la nasse font des pêcheurs du lac Inle l'une des images les plus marquantes pour le voyageur.